Ceci est un livre audio autogénéré par Google. La Turquie, de la candidature à l'adhésion, l'appropriation de l'acquis communautaire 1. Pierre Lemire 2. Avec la fixation d'une date pour l'ouverture des négociations d'adhésion, puis leur ouverture le 3 octobre 2005, les questions de critères politiques, démocratie, droits de l'homme, minorités et économiques ne se posent plus comme des préalables pour la Turquie. Commence donc, dans le cadre d'un partenariat pour l'adhésion déjà en cours, la phase d'appropriation de l'acquis communautaire, comme c'est déjà le cas pour la Bulgarie et la Roumanie, dont l'expérience peut être fort utile, comme celle des PECO qui ont négocié leur adhésion sur la base d'un acquis comparable. En ce qui concerne la Turquie, en 2004, nous disposions d'abord du document d'étape de la Commission européenne, 17 pages au JOS, qui fixait des objectifs de court terme pour 2004 et surtout des objectifs à moyen terme pour 2006 sous une trentaine de chapitres, précédés d'un rappel des critères économiques. Par ailleurs, nous avions accès à la même date, au programme national de la Turquie, actualisé, qui représentait près de 900 pages et reprenait presque systématiquement les chapitres retenus par l'Union européenne. Certains, à 4 ou 5 reprises, avaient cependant été subdivisés, sans doute pour mieux répartir la tâche à l'intérieur de l'administration turque qui avait d'ailleurs mis en place une structure particulière de 6 directions au sein du secrétariat général pour les affaires européennes, concernant les affaires politiques, le programme national, la politique régionale, les politiques économiques et fiscales, le marché unique et la concurrence, et l'agriculture et la pêche. Dans la mesure où il était matériellement exclu de traiter l'ensemble des chapitres ouverts à la négociation, des choix devaient être effectués, notamment au profit des questions qui paraissent les plus importantes, soit pour des raisons politiques, économiques ou sociales, soit pour des raisons propres à la structure des négociations. C'est ainsi qu'il a semblé souhaitable d'écarter les discussions relatives à la politique extérieure et de sécurité commune, PESC, qui n'est d'ailleurs pas inscrite au programme des discussions, ou des sujets moins importants dans ce type de négociations, comme la protection des consommateurs ou certains pans de l'harmonisation technique, qu'on retrouvera cependant à l'occasion dans telle ou telle contribution. De même, il est apparu que certains chapitres pouvaient être regroupés pour nous permettre de respecter une limite maximum de 25 communications. Dans ces conditions, la meilleure formule consistait sans doute à adopter un découpage qui, outre le fait de reprendre le plan d'exposition habituel des questions de droit communautaire matériel, libre circulation, libre concurrence, harmonisation des législations et politiques communes, présente l'avantage de permettre de telles synthèses. Après réflexion, la structure générale proposée était la suivante. D'abord quelques interventions introductives. Présentation de la notion d'acquis communautaire. Au-delà de la présentation théorique de la question, il convenait de passer rapidement en revue l'ensemble des 30 chapitres ouverts à la négociation, et de justifier les choix et les regroupements par thème. Pouvaient ainsi être abordées certaines questions horizontales reprises dans la plupart des chapitres, comme la nécessaire adaptation et modernisation de l'administration, la mise en place dans tous les secteurs d'un appareil statistique harmonisé avec les normes européennes, l'autonomie des autorités de régulation, l'efficience des mécanismes de contrôle ou la protection des données personnelles. Présentation générale de l'approche économique. Cette approche qui domine l'ensemble des négociations, et figure en tête du programme, concerne particulièrement le contrôle de l'inflation, les privatisations, la transparence et les garanties prudentielles pour les secteurs financiers, la réforme agricole traitée plus loin, le développement d'un système financièrement équilibré des retraites et de la sécurité sociale, le niveau général d'éducation et de santé et la question de l'économie informelle. On pouvait y rattacher certains thèmes relatifs à l'union économique et monétaire et à la libre circulation des capitaux. Présentation de l'accompagnement assuré par l'Union européenne. La question devait être présentée tant sous ses aspects financiers, programme d'aide à l'adhésion et intervention des 5 autres programmes européens, que sur le plan pratique, twinning avec la participation de spécialistes des États membres. Devaient ensuite être abordés, successivement, les 4 principaux pans des négociations portant sur l'acquis. Premier pan des négociations portant sur l'acquis, la libre circulation.
Le choix a consisté à ne retenir, a priori, que les thèmes de la libre circulation des personnes, la liberté d'établissement et la libre prestation de services. En effet, concernant les marchandises, l'essentiel de l'acquis avait déjà été négocié à l'occasion de l'union douanière. Dès lors, selon les termes de la Commission, il ne s'agit plus que de compléter, mettre en œuvre, garantir, contrôler, etc., donc de questions très techniques de droit douanier, et de promouvoir l'efficacité de l'administration douanière en matière de fraude, de contrefaçon, etc. Concernant les capitaux, il convient surtout de faciliter les investissements et de garantir un libre accès à la propriété des ressortissants des autres États. Quant à la préparation à l'Union économique et monétaire, UEM, il s'agit essentiellement de garantir l'indépendance des banques centrales des pays candidats et de préparer leur adhésion au système européen des banques centrales, SEBC, ainsi que d'établir de nouvelles règles en matière de tenue des statistiques, norme ESA 95. La libre circulation des personnes. Quant à la libre circulation des travailleurs, le sujet est intéressant car il correspondra sans doute, pour une part, à une négociation inversée, les pays candidats réclamant l'application du droit commun, alors que les actuels États membres devraient chercher, comme dans le cas des PECO, à retarder l'application du système communautaire de libre circulation. Quant aux questions JAI, celles-ci sont très nombreuses et très délicates: Schengen, visa, asile, immigration, argent sale, protection de l'euro et des intérêts financiers. La liberté d'établissement et la libre prestation de services. Ici, deux thèmes nécessitent manifestement des développements particuliers: l'accès aux professions libérales et la reconnaissance des diplômes et des formations, et le cas des secteurs financiers, banques, assurances et bourses de valeur. Deuxième pan des négociations portant sur l'acquis, la libre concurrence. Dans ce domaine, il est assez coutumier de distinguer ce que fait implicitement le traité de l'Union européenne entre les obligations imposées aux entreprises et celles qui s'imposent aux personnes publiques ou au secteur public, le cas des aides publiques étant à la charnière des deux domaines. C'est cette distinction qu'il était proposé de retenir ici, en y ajoutant et en traitant à part le dossier particulier des entreprises de réseau, c'est-à-dire pour l'essentiel, les questions relatives à la production et à la distribution d'énergie, surtout gaz et électricité, et d'eau, ainsi que celles qui concernent les services des postes et télécommunications. Les obligations imposées aux entreprises. La réflexion devait essentiellement porter sur le droit des sociétés. Même si la question ne relève que d'un seul chapitre, de 21 pages, dans le programme national turc, celle-ci est importante pour le marché unique et recoupe les questions des ententes et pratiques concertées, de l'abus de position dominante et du règlement anti-concentration. Les activités des personnes publiques et parapubliques. Il convenait d'aborder aussi bien la question des aides publiques que celle essentielle et délicate, des marchés publics ou de l'encadrement nécessaire du secteur public, ainsi que le régime propre aux services d'intérêt économique général, SIG, assimilable aux services publics. Les entreprises en réseau. Que les entreprises gestionnaires soient publiques ou privées, ces secteurs sont traités de manière particulière par le droit communautaire et font l'objet de débats très vifs en vue d'établir une dérégulation des différents domaines concernés. Les négociations devraient, a priori, s'attacher particulièrement au secteur de l'énergie, 23 pages dans le document turc, pour lequel la Commission, au-delà de la nécessaire libéralisation et de la restructuration, souhaite notamment favoriser les échanges transfrontaliers et voir naître des projets d'intérêt communautaire. Et des postes et télécommunications et des technologies de l'information, 22 pages dans le document turc, pour lesquels la Commission souhaite la mise sur pied d'une véritable industrie nationale. Troisième pan des négociations portant sur l'acquis, l'harmonisation des législations nationales. Le champ d'étude étant ici extrêmement vaste, il convenait donc de procéder à un certain nombre de choix. En fonction des chapitres proposés pour la négociation, il a paru souhaitable de retenir les trois thèmes suivants. La propriété intellectuelle et industrielle, très développée dans le document concernant le droit des sociétés, la communication audiovisuelle, adaptation à la directive Télévision sans frontières, et l'harmonisation fiscale, dont on sait qu'elle est à terme un très grand chantier européen. La propriété intellectuelle et industrielle. Il paraissait souhaitable de faire le point sur les questions visées,
brevets, marques, dessins et modèles, avec un développement particulier concernant l'application effective du droit, notamment par des procédures judiciaires appropriées, du fait du souci que manifeste la Commission à ce sujet. La communication audiovisuelle. Bien que le document turc n'y consacre que 4 pages, les 2 priorités dégagées, institution d'une autorité de régulation indépendante et efficace et adaptation à la directive Télévision sans frontières, sont particulièrement importantes. L'harmonisation fiscale. La question, abordée à plusieurs titres, union douanière, concurrence, fait l'objet d'un chapitre de 23 pages dans le document turc. Le chapitre Finances et budget aborde aussi ces questions, parallèlement à celles des droits de douane. Il s'agit d'abord d'achever l'alignement en matière d'accises et de TVA, et d'assurer une effectivité de la collecte et du contrôle, tant en ce qui concerne la fiscalité indirecte que la fiscalité directe, ce qui pose le problème de l'économie informelle. Cela est d'autant plus important que la TVA est un élément essentiel du système d'abondement du budget de l'Union. 4e pan des négociations portant sur l'acquis, les politiques communes. Il est apparu souhaitable de traiter d'abord 2 des 3 politiques communes initiales, que sont la politique agricole commune, la PAC, et la politique commune des transports. Concernant la politique commerciale commune, le document européen est si peu développé que le programme turc ne retient pas ce chapitre en tant que tel. Dans un second temps, il est apparu intéressant d'aborder des politiques plus récentes mais essentielles, la politique de cohésion économique et sociale, la politique européenne de l'environnement et la politique sociale et de l'emploi, auxquels les documents servant de base aux négociations accordent, à juste titre, une place importante. La politique agricole commune. Faisant encore l'objet du premier budget de l'Union et représentant sans doute possible la politique la plus intégrée de l'Union, celle-ci est confrontée à des pressions, tant internes, le défi de l'élargissement à des pays ayant une part importante de leur population travaillant dans le secteur, qu'externes, OMC et revendications des pays du Sud, qui nécessitent de profondes évolutions et une régression programmée de sa place dans le budget communautaire. Le document turc y consacre 118 pages, sans compter 22 pages pour la politique de la pêche qui relève officiellement de la PAC et revêt une grande importance en Turquie, alors même que certaines questions, notamment d'organisation administrative et de contrôle, sont assez similaires d'un secteur à l'autre. La politique commune des transports. Le document turc y consacre 42 pages et aborde toutes les formes de transport encadrées par le droit communautaire, routier, ferroviaire, maritime et aérien, à l'exception du trafic fluvial. Chacun de ces secteurs nécessite une adaptation rigoureuse aux règles de l'Union, avec les spécificités propres à chaque domaine. L'Union insiste particulièrement sur la sécurité maritime et l'usage du pavillon national et des ports, et sur la nécessité d'établir un projet global d'infrastructures de transport en cohérence avec les politiques européennes et les besoins d'un développement économique durable et équilibré d'une région à l'autre. La politique commune de cohésion économique et sociale. Celle-ci devrait, selon les esquisses budgétaires actuelles, devenir la première politique de l'Union, dans les 10 ans à venir, dépassant la PAC avec près de 40% du budget. Le document turc ne lui consacre que 5 pages, alors que c'est un des domaines où l'aide communautaire au développement est en mesure de déployer toutes ses possibilités. La Commission insiste, avant tout, sur la nécessité pour la Turquie de développer une politique nationale d'aménagement du territoire et une administration régionale destinée à gérer les financements du Fonds européen de développement régional, FEDER, mais aussi du Fonds social européen et des autres instruments communautaires d'intervention. L'Union insiste également sur la nécessité d'améliorer, sur l'ensemble du territoire national, les performances en matière d'enseignement et de santé publique. La politique sociale et de l'emploi. Encore assez peu développée dans l'Europe des 15, ce qui lui est souvent reproché, cette politique s'impose singulièrement dans les économies de la plupart des nouveaux adhérents. La Commission y insiste particulièrement, et le programme national turc n'y consacre pas moins de 32 pages, pour répondre aux demandes de réforme du droit du travail, de développement des politiques de santé, accès, qualité et veille sanitaire, de protection sociale, non-discrimination, sécurité sociale, retraite et de promotion de l'emploi,
avec une véritable stratégie nationale et un système de contrôle efficient. La politique européenne de l'environnement. Celle-ci constitue, avec le souci de développement durable mis en avant par la Commission, un véritable défi pour les pays candidats. C'est ce que retracent les 59 pages qui consacrent le programme national turc qui énumère l'ensemble des secteurs couverts par la politique commune, air, eau, pollutions industrielles, protection de la nature, déchets, bruit, chimie, organismes génétiquement modifiés et radiation nucléaire. C'est donc sur ces bases que fut établi le programme des 4e Journées européennes du CRED, reproduit ci-dessous, qui permit l'intervention de près de 25 orateurs, chaque séance étant introduite par un intervenant turc, soit issu des milieux de l'enseignement supérieur et de la recherche, soit parlant au nom du Secrétariat général pour l'Union européenne, dont le secrétaire général, M. l'ambassadeur Murat Sungar, avait bien voulu assurer l'ouverture de notre colloque. La quinzaine de contributions, ici publiée en français, traduit l'intérêt majeur porté à ces questions dont nul ne doute qu'elles seront encore longuement débattues au cours des années qui viennent. Nous sommes heureux que cette publication en constitue une modeste première pierre. L'économie turque SATISFAITE, LLE aux conditions de l'acquis communautaire. Seyfettin Gürsel III et Jean-Claude Verret IV. En décembre 2004, l'Union européenne, UE, a accepté de fixer à la Turquie un calendrier de négociation en vue d'une future adhésion. Dans ce contexte, une analyse macroéconomique aussi précise que possible semble utile à la réflexion. 3 ans après la récession la plus sévère de son histoire, la Turquie a battu en 2004 quelques records. Les uns sont positifs tels le taux élevé de croissance du PIB ou la baisse régulière du taux d'inflation. Les autres restent négatifs tels l'accroissement du déficit courant ou celui du taux de chômage. Économie émergente, la Turquie est marquée par de fortes, voire très fortes disparités de revenus et les inégalités sociales sont nombreuses. Ouverte à l'UE, notamment depuis la signature de l'accord douanier entré en vigueur en 1996, la Turquie reste très marginalisée au plan des investissements directs extérieurs. Enfin, au bord de la cessation de paiement au cœur de la crise de 2001, la Turquie est aujourd'hui récompensée de ses efforts menés dans plusieurs directions. Rigueur budgétaire, politique monétaire efficace avec une banque centrale indépendante, réforme du secteur bancaire, réduction exceptionnelle de l'inflation, nouvelle orientation du rôle de l'État dans la vie économique nationale, volonté de renforcer la concurrence, ouverture internationale, etc. Ces efforts méritent d'être encouragés et il est vraisemblable que la réponse positive des chefs d'État en décembre 2004 a donné et donnera encore davantage confiance aux décideurs et aux acteurs économiques, renforçant leur dynamisme et ouvrant la voie à un cercle vertueux de croissance régulière. Cette perspective nécessite de poursuivre les réformes engagées pour stabiliser définitivement les indicateurs macroéconomiques. Après un bref rappel des exigences de l'acquis communautaire dans le domaine économique et les recommandations essentielles de la Commission, nous présenterons la situation macroéconomique de la Turquie depuis la crise de 2001. Nous mesurerons ensuite les efforts fournis pour se rapprocher de l'acquis communautaire et les progrès qui restent à fournir. 1. L'économie turque face à l'acquis communautaire. 1.1. Les exigences de l'acquis communautaire et les recommandations de la Commission. Pour évaluer l'évolution économique de la Turquie depuis le premier rapport régulier, la Commission s'est appuyée sur les conclusions du Conseil européen de Copenhague de juin 1993, selon lesquelles l'adhésion à l'Union requiert l'existence d'une économie de marché viable, la capacité de faire face à la pression concurrentielle et aux forces du marché à l'intérieur de l'Union. Le bon fonctionnement d'une économie de marché suppose la libéralisation des prix et des échanges, ainsi qu'un cadre juridique qui soit effectivement appliqué, notamment en matière de droit de propriété. La stabilité macroéconomique et l'existence d'un consensus en matière de politique économique améliorent les performances de l'économie de marché. L'efficacité de l'économie est renforcée lorsque le secteur financier est bien développé et qu'aucun obstacle significatif n'entrave l'entrée ou la sortie des capitaux. Ces divers facteurs, s'ils sont réunis, créent un climat de prévisibilité favorable aux prises de décision par les agents économiques.
Cela suppose encore que le pays dispose d'un capital humain et physique suffisant, ainsi que des infrastructures nécessaires. D'une manière générale, un pays qui préalablement à l'adhésion a déjà atteint un degré élevé d'intégration économique, pourra plus aisément satisfaire à ses obligations de membre. Le volume et la diversité des produits échangés avec les États membres permettent d'apprécier cette intégration. Selon le rapport de progrès d'octobre 2004, les dispositifs institutionnels et réglementaires de la Turquie ont été profondément modernisés. Des institutions importantes sur le plan de la régulation et de la surveillance, telles que la Banque centrale de Turquie et l'Agence de régulation et de surveillance du secteur bancaire, ont vu leur indépendance renforcée. De plus, le cadre réglementaire de marchés importants, comme le secteur financier, a été aligné sur les normes internationales. L'ingérence de l'État a été réduite, notamment en diminuant l'influence politique exercée sur les banques publiques et en libéralisant d'importants marchés, tels que ceux de l'électricité, des télécommunications, du sucre, du tabac et du pétrole. Les distorsions de prix ont été réduites en diminuant l'aide accordée dans le cadre du régime de soutien des prix dans l'agriculture et en introduisant un système de soutien direct des revenus. L'efficacité du secteur public a été améliorée en amorçant la réforme des services publics, en modernisant le système fiscal et en améliorant la transparence. En dépit de ces améliorations récentes, les conditions sociales et économiques continuent à souffrir de l'après-crise. La situation macroéconomique turque est la suivante. 1.2. L'économie turque, du gouffre au boom économie. Tableau 1. Principaux indicateurs macroéconomiques. Source: FMI avril 2004 in la lettre du CEPI numéro 237 septembre 2004. OCDE rapport Turquie, octobre 2004. Les années 1990 ont été marquées par une croissance molle, moins de 4%, mais surtout très instable. De fortes contradictions économiques ont été récurrentes, en 1994, 1999 et 2001. Cette instabilité macroéconomique était due pour l'essentiel à une inflation élevée, chronique, elle-même source d'une très forte volatilité aboutissant in fine à des taux d'intérêt réels très élevés. Le tournant se situe après la crise de 2001. Cette crise majeure oblige les responsables à tourner le dos à des pratiques discutables. Financement des dépenses par un recours excessif au système bancaire, envolée des déficits publics et de la dette, recours à des fonds extra-budgétaires à faible lisibilité, intervention des pouvoirs publics dans la vie économique de type clientéliste. Il est nécessaire de revenir à la crise qui a secoué le pays en 2001, pour apprécier à leur juste valeur les performances de l'économie turque. En effet, à la suite de la crise financière et monétaire de 2001, le produit intérieur brut, PIB, s'est contracté de 7,5% et les faillites en cascade des banques bénéficiant d'une garantie publique complète pour les dépôts ont fait exploser la dette publique. Le surajustement de la livre turque, une dépréciation de plus de 100%, a également contribué à cette explosion, une partie appréciable de la dette étant libellée en devises. Ces nombreuses banqueroutes ont néanmoins eu le mérite de purger le paysage bancaire du pays, séparant le bon grain de l'ivraie et imposant de nouvelles normes de transparence. À cette époque, notamment en raison du poids que représentait le service de la dette, l'argentinisation de la Turquie était souvent évoquée. Cependant, la Turquie n'a pas pris la voie de l'Argentine mais au contraire celle de la stabilisation. De façon surprenante, la sortie de crise s'est même révélée relativement rapide. Plusieurs facteurs l'ont rendu possible. Le premier réside dans l'assainissement et la consolidation du système bancaire, le second a trait à l'indépendance de la Banque centrale. Depuis 2001, le gouvernement turc a accordé légalement l'autonomie à sa banque centrale. Ce fut une petite révolution pour l'économie nationale. Si le débat interne est loin d'être clos à ce sujet, tant la crainte d'un contre-pouvoir économique vis-à-vis d'un gouvernement élu est forte, elle a indéniablement apporté la crédibilité externe et interne nécessaire aux politiques de stabilisation puis à la reprise. En dernier lieu, il faut noter l'appui massif du FMI et l'exigence d'une forte discipline fiscale. L'économie a connu un rebond économique très rapide. Il est important de noter que dans le même temps, 2002 à 2003, presque paradoxalement,
le pays a réussi à juguler l'inflation de façon spectaculaire. En effet, on considère généralement qu'une politique de désinflation a un fort coût en termes de croissance. Cela n'a pas été le cas. Le taux de croissance du PIB a atteint 7,8% en 2002, 5,8% en 2003 alors que le taux d'inflation de plus de 60% est revenu à moins de 30% fin 2002, à moins de 20% fin 2003 et à 10% en 2004. Depuis le dernier trimestre de 2003, on a constaté un boom de l'investissement privé ainsi qu'un boom de la demande des biens durables. Le plan de stabilisation, mené sous l'égide du Fonds monétaire international, FMI, a donc été une belle réussite. Les parties sont tellement satisfaites qu'elles sont en train de négocier un nouveau plan de 3 ans, 2005 à 2007. Le plan de stabilisation mis en vigueur après la crise de 2001 reposait sur 3 piliers fondamentaux. Le premier pilier tenait à une discipline budgétaire stricte. Il s'agit d'éviter un dérapage incontrôlé du déficit public afin de maîtriser la dette publique et de réduire sa part dans le PIB de façon à la rendre soutenable. Dans cette perspective, il est indispensable de dégager un excédent primaire, c'est-à-dire un excédent budgétaire hors service de la dette. À cet égard, l'objectif du plan était fixé à 6,5% et la Turquie a réussi à dégager ce large excédent, engageant un effort social important. Cette politique fiscale restrictive a été un outil indispensable, appuyant l'action de la Banque centrale. Le deuxième pilier a déjà été évoqué. Il s'agit de l'indépendance de la Banque centrale dont la stratégie de désinflation reposait sur un ciblage d'inflation. La réussite de cette stratégie dépend d'un certain niveau de crédibilité. Celui-ci, aidé initialement par l'appui du FMI, a été acquis au fur et à mesure que la discipline fiscale était respectée par le gouvernement et par une politique monétaire restrictive. En termes de maîtrise des prix, au début de l'année 2002, une différence de 13 points séparait le taux d'inflation cible fixé par la Banque centrale et le taux d'inflation anticipé par les acteurs économiques, ce qui montrait le faible degré de crédibilité accordé au départ par l'institution internationale. Mais, dès janvier 2003, cette différence a été ramenée à 5 points, puis à 1,5 point au début de l'année 2004. Actuellement, elle est totalement résorbée. Ce succès est extrêmement important dans la mesure où les anticipations, désormais fiables, permettent de baisser les taux d'intérêt et de stabiliser le taux de change de la livre turque. Le troisième pilier de ce plan général a été le retour à un taux de change flottant. Alors que l'on aurait pu s'attendre à de brusques mouvements, on a assisté à une stabilisation progressive du taux de change de la livre. Lors des chocs politiques tels que l'annonce des élections anticipées en juillet 2002 ou la guerre en Irak, la dépréciation rapide de la livre turque a cédé la place à une appréciation aussi rapide une fois le choc disparu. Depuis la fin du conflit irakien, la livre turque s'est appréciée de 30% sans pour autant provoquer de baisse des exportations. Au contraire, celles-ci ont continué à croître très rapidement, grâce aux gains de productivité. Il faut noter aussi que l'appréciation de la livre a contribué à la désinflation. La combinaison de cette appréciation de la livre et de la baisse des taux d'intérêt réels a mécaniquement rendu la dette publique soutenable. Bien que la dette nette atteignait près de 100% du PIB au printemps 2001, elle a pu être ramenée à 70% au début de l'année 2004. Sous la contrainte du FMI, la policy mix a permis, in fine, de stopper les dérapages cités et de remettre l'économie sur la voie de la croissance dans un cadre budgétaire et monétaire contrôlé. Les résultats sont là, confère tableau 1. Cette évolution de l'économie turque est évidemment de nature à la rapprocher des exigences européennes. On peut comparer les performances et les difficultés de l'économie turque à la situation macroéconomique des pays de l'Union. Les indicateurs sont les suivants. Tableau 2, indicateur de base 2003. Source CCE 6 octobre 2004, document de travail SEC 1202. On peut encore comparer les indicateurs économiques de la Turquie et de l'Union, selon les critères de Maastricht. Rappelons toutefois que l'éventuel calendrier des négociations entre les deux parties ne préjuge en rien d'une adhésion incluant l'adoption de l'euro. En revanche, si l'adhésion devait être réelle,
la Turquie participerait en qualité de nouvel État membre à l'Union économique et monétaire, UEM. Elle devrait donc endosser les objectifs de l'UEM. Tableau 3, la Turquie face aux critères de Maastricht. Des écarts demeurent mais ils sont nettement plus réduits depuis la crise et il apparaît que progressivement, la Turquie se rapproche des fondamentaux comme aiment à le souligner les économistes. Est-ce à dire que l'économie turque est une économie de marché, au sens plein du terme ? Est-elle capable d'affronter la concurrence et la compétitivité des pays de l'Union ? 2. Les progrès réalisés et les efforts à fournir. On présente d'abord les progrès réalisés en matière d'économie de marché viable, puis ceux relatifs à la capacité de faire face à la concurrence et aux forces du marché à l'intérieur de l'Union. On précise ensuite les difficultés à surmonter et le chemin qui reste à parcourir pour rattraper les normes européennes. 2.1. L'économie turque se rapproche d'une économie de marché viable. Il est acquis que la stabilité économique s'est considérablement améliorée. Ce faisant, la Turquie se rapproche d'une économie de marché viable. Nous relevons ici 5 points essentiels sans qu'ils soient exhaustifs. Des progrès considérables ont été accomplis récemment dans la lutte contre les déséquilibres budgétaires. La politique budgétaire peu rigoureuse, consécutive aux fréquents changements de gouvernement et les chocs budgétaires inattendus liés au tremblement de terre et à la crise bancaire, avait conduit à une grave détérioration des finances publiques en 1999 et 2001. En 2001, le renflouement du secteur bancaire et les coûts du soutien accordé au secteur agricole se sont traduits par un déficit de 29,8% du PIB contre 6,1% l'année précédente. Une discipline budgétaire beaucoup moins accommodante a toutefois permis de ramener le déficit budgétaire public général de 12,7% du PIB en 2002 à 8,7% en 2003. La Turquie est parvenue à dégager des excédents primaires considérables, solde des opérations des administrations publiques hors paiement d'intérêts, de plus de 6% du PIB durant l'essentiel de la période. Il s'agit là d'un résultat remarquable, notamment par rapport aux précédents efforts de stabilisation de l'économie. Pour dégager de tels excédents primaires, les dépenses publiques, telles que les salaires et les investissements, ont fait l'objet de coupes claires et les taux d'imposition ont été revus à la hausse. Les exonérations d'impôts ont été supprimées, et des mesures visant à réduire la fraude fiscale et à renforcer l'administration fiscale ont été adoptées. La transparence des comptes publics et l'efficacité de l'administration fiscale se sont améliorées. Au cours des 5 dernières années, d'importants progrès ont été accomplis dans l'alignement sur les normes internationales de la législation relative aux marchés publics, à la gestion financière et au contrôle financier. Les réformes ont mené à la création d'une agence pour les marchés publics et d'un service chargé de la gestion de la dette et des risques. De plus, un certain nombre de fonds précédemment extra-budgétaires ont été assimilés au secteur public tandis que des transactions financières qui n'étaient pas enregistrées auparavant, telles que les pertes encourues par les banques publiques en raison de leurs obligations, ont été traitées de manière plus transparente. Au cours de ces dernières années, le nombre de fonds extra-budgétaires déployant des activités quasi-budgétaires, telles que le fonds de soutien des prix, autrefois supérieur à 60, a été ramené à seulement 5. Une nouvelle loi sur la gestion financière et le contrôle financier relative au contrôle financier interne des institutions publiques a été adoptée en décembre 2003 et entrera en vigueur en janvier 2005. Le libre jeu des forces du marché a été étendu. Le processus de libéralisation et de déréglementation après de longues années d'interventionnisme de l'État dans l'économie de marché a été lancé dans les années 80, tout en restant de portée limitée. Au cours de ces 5 dernières années, des progrès importants ont été accomplis pour limiter l'interférence politique et établir le cadre juridique et institutionnel nécessaire à une économie moderne, fondée sur des règles. L'indépendance de la Banque centrale a été accrue. De plus, d'importants marchés, tels que ceux de l'électricité, du sucre et du tabac ont été libéralisés et des institutions indépendantes de régulation et de surveillance ont été mises en place dans les domaines des télécommunications, de l'énergie, du sucre, du tabac et de l'alcool. Enfin,
Le principe de la libéralisation du marché pétrolier a été adopté et prendra effet en janvier 2005. Les distorsions de prix se sont réduites. Dans le secteur agricole, le système des prix de soutien qui avait entraîné d'importantes distorsions dans la structure de prix a été remplacé dans une certaine mesure par un système de soutien direct des revenus. Les prix du tabac est désormais déterminé par l'offre et la demande, et non plus par les achats de l'État. Les prix de certaines commodités, telles que l'électricité, le gaz et les produits pétroliers, restent réglementés. Cela étant, la part des prix imposés dans le panier de l'indice des prix à la consommation a reculé de quelque 24% en 1999 à 17% en 2003. Le secteur privé représente environ 80% de l'économie turque. La part du secteur public est dans l'ensemble assez faible. En valeur ajoutée, les entreprises et les banques publiques représentaient en 2003 7% du PIB et les services publics 13%. En dépit de la place relativement mineure occupée par les entreprises publiques, ces entités continuent à jouer un rôle important dans certains secteurs clés, tels que le secteur bancaire ou les industries de base. Dans le secteur bancaire, un tiers des actifs du secteur appartient à des entreprises publiques. Dans l'industrie manufacturière, les entreprises entièrement détenues par l'État représentent encore 1/5 de la valeur ajoutée et environ 12% des emplois du secteur. Bien souvent, ces entreprises ne sont pas performantes et comptent en outre un personnel pléthorique. Les prix ne permettent de couvrir les coûts qu'en partie. Étant donné que ces entreprises produisent essentiellement des intrants pour le secteur manufacturier, les distorsions de prix se propagent dans l'ensemble de l'économie. Au cours de ces 5 dernières années, l'emploi dans les entreprises publiques, y compris le secteur bancaire, a reculé en passant d'environ 500 000 personnes en 1999, 2,5% de l'emploi total, à 430 000 personnes en 2003, 2% de l'emploi total. Les progrès en matière de privatisation restent limités. Les recettes cumulées des privatisations se sont élevées à 3,6 milliards d'euros, soit 1,7% du PIB en 2003. Les recettes nettes sont généralement encore inférieures, étant donné les coûts considérables de préparation des entreprises à leur privatisation. Au cours des 5 dernières années, l'État s'est complètement désengagé de certaines industries de réseau, comme la distribution d'essence ou certaines activités de transformation alimentaire. Par ailleurs, il a réduit sa présence dans une série d'autres secteurs tels que les textiles, la sidérurgie, la production de bois et de papier, le tourisme, etc. La mesure de loin la plus importante dans ce contexte a été la vente des licences de téléphonie mobile, qui a généré des recettes de 2,2 milliards d'euros, soit 1% du PIB. À l'opposé, dans un secteur clé de l'activité déployée par l'État, le secteur bancaire, la privatisation se trouve toujours dans une phase préparatoire. Enfin, d'autres projets de privatisation importants, comme la privatisation de l'opérateur de télécommunications Türk Telekom, de Turkish Airlines, etc., n'ont pas encore été finalisés. Sur le marché domestique, les barrières à l'entrée ou à la sortie ont été abaissées mais constituent toujours un frein à la concurrence. Les procédures bureaucratiques constituent toujours un obstacle important, en particulier pour les PME qui ne disposent pas de ressources financières importantes, ni du savoir-faire juridique nécessaire. Les crédits bancaires en faveur de ces entreprises restent cantonnés dans des niveaux très faibles, reflétant ainsi l'effet d'éviction exercé par les besoins de financement du secteur public, les mécanismes insuffisants pour la prise en compte des garanties, les pratiques comptables trop embryonnaires au sein des sociétés non cotées en bourse et la faiblesse de la juridiction dans le domaine du droit commercial. Des progrès importants ont toutefois été accomplis dans l'ouverture des marchés des anciens bastions de l'État, tels que les secteurs de l'électricité, du gaz, du tabac, de l'alcool et du sucre. Le secteur financier a été assaini, mais reste insuffisamment développé. La taille du secteur financier turc est relativement réduite et est dominée par le secteur bancaire, dont les actifs représentent quelque 70% du PIB. Les prêts bancaires au secteur privé sont très limités, 17% du PIB à la fin 2003. À la suite de la crise financière et de l'adoption de normes prudentielles et de surveillance plus strictes, le nombre de banques a diminué de 75 en janvier 1999 à 49 à la mi-2004. Les 7 banques les plus importantes représentent 75% des actifs totaux du secteur,
les 3 banques publiques représentant près de 30% de ses actifs totaux. Ces banques sont fortement engagées dans le financement des prêts accordés par le secteur public, détenant notamment 45% du portefeuille de la dette publique couvert par le système bancaire. Bon nombre des importantes banques privées font partie de groupes d'entreprises familiales. Le respect des normes prudentielles et de transparence par ces sociétés est parfois difficile à évaluer en raison de la complexité des structures de propriété. La part des banques étrangères, qui représentent moins de 7% des actifs totaux, reste très limitée. Globalement, le secteur semble s'est remis de la crise de 2001. La part des prêts non productifs, qui était passée de 9,7% en décembre 1999 à 29,3% en décembre 2001, est retombée à 11,5%. La rentabilité du secteur bancaire, avec un rendement de l'actif de 2,3% en 2003, reste relativement faible mais progresse cependant à grands pas. La transition d'une économie agricole vers une économie axée sur les services s'est poursuivie. À l'instar des tendances internationales, la Turquie voit son secteur agricole décliner et son secteur tertiaire se développer. La part du secteur agricole dans la valeur ajoutée brute totale a fléchi d'environ 3 points de pourcentage, à 11,5% en 2003. La part conjuguée du secteur manufacturier et de la construction est restée en grande partie inchangée, alors que celle des services a dépassé les 60%, en raison principalement du poids croissant des transports et des communications, ainsi que des services publics. Une évolution analogue peut être observée en termes d'emploi, même si la part de l'emploi dans l'agriculture est encore élevée. Durant la période 1999 à 2003, l'emploi dans le secteur agricole a baissé de 40% en 1999 à 34% en 2003, alors que la part de l'emploi dans les services a progressé de 35% en 1997 à plus de 40% en 2003. 2.2. Les défis de la Turquie face aux capacités d'affronter la concurrence et les forces du marché, à l'intérieur de l'Union. Si la stabilité macroéconomique a été renforcée, et si les réformes économiques gagnent peu à peu du terrain, l'économie reste particulièrement exposée aux répercussions négatives des crises financières internationales, et le rythme de la réforme économique n'a pas encore atteint la masse critique nécessaire pour faire réellement décoller l'économie et en renforcer son efficience. Plusieurs problèmes subsistent et plusieurs défis sont à relever. Le premier concerne l'appréciation de la livre. Si l'on peut se réjouir de celle-ci en termes de gestion de la dette, elle peut néanmoins entraîner un déficit du compte courant. Il a été multiplié par 2 entre 2003 et 2004, premier semestre, pour atteindre des 10 milliards de dollars, soit plus de 4% du PIB. Ce constat, s'il devait se confirmer, pourrait inciter ou contraindre les décideurs à une forte dévaluation et de facto à un gonflement de la dette publique. Actuellement, le financement du déficit du compte courant grâce aux rentrées de capitaux est entièrement maîtrisé tant la Banque centrale a accumulé des réserves en devises étrangères. Mais si cette situation qui s'amorce à peine venait à se poursuivre, il serait nécessaire de réfléchir à ses conséquences. Une deuxième source d'inquiétude tient au syndrome dit de fatigue des réformes. En effet, les sociétés des pays en voie de développement, PVD, ou émergents ne peuvent répondre indéfiniment aux conséquences politiques des réformes économiques structurelles. Pourtant, si l'on s'en tient aux recommandations du FMI, il reste beaucoup à faire. Privatisation, infrastructures publiques, réforme fiscale, réforme de la sécurité sociale, etc. Ces 2 dernières réformes sont particulièrement importantes. Le système fiscal turc du point de vue structurel est diamétralement opposé à celle de l'UE. En Turquie, la fiscalité indirecte représente presque 65% des recettes fiscales, alors que la fiscalité directe ne compte qu'à hauteur de 35%. Ce sont grosso modo des ratios inverses à ceux que l'on peut observer dans les États membres de l'UE. Par ailleurs, le déficit de la sécurité sociale ne cesse de croître et il est devenu par ordre la deuxième dépense publique après les paiements d'intérêts. Le problème du chômage constitue un troisième défi. En 2000, c'est-à-dire avant la crise, on estime qu'il touchait 9,2% de la population active. Il convient de noter que l'on s'intéresse ici à l'évolution du taux de chômage hors agriculture. Depuis,
Il n'a cessé de s'accroître pour atteindre 12,7% de la population active en 2001, 15% en 2002. Il est resté inchangé en 2003. Le rythme de la croissance de ces 3 dernières années n'a pas créé suffisamment d'emplois pour le réduire. On peut faire l'hypothèse d'une croissance durable davantage créatrice d'emplois. Mais son niveau devra être élevé pour absorber les demandeurs d'emploi, qui ne manqueront d'être nombreux d'ici la fin de la transition démographique. La population totale est fixée à 82 millions en 2015 et à 89 en 2025. N'oublions non plus que le taux d'emploi actuel est faible, à cause du taux d'activité très faible des femmes dans les zones urbaines. S'il venait à s'élever, cela se traduirait par de nouvelles demandes d'embaucher. Il est acquis que les acteurs économiques turcs ne sont pas tous préparés à affronter la concurrence de l'Union. D'un point de vue sectoriel, l'agriculture turque qui emploie une main-d'œuvre abondante n'est pas globalement compétitive. De même, il est à craindre que certaines activités informelles disparaissent du fait de la nouvelle législation. A contrario, des activités formelles risquent de devenir informelles, du moins un temps, faute de rester compétitives. Les petites et très petites entreprises constituent le tiers de l'emploi industriel malgré l'importance des grandes entreprises publiques et sociétés tournées vers l'exportation. Les petites et moyennes entreprises forment la pierre angulaire de l'économie turque. Si ces entreprises ne représentent que 30% environ de la valeur ajoutée de l'industrie manufacturière, elles comptent pour environ 60% de l'emploi du secteur. En raison de l'étroitesse du marché des capitaux et de l'éviction de l'investissement privé par les besoins de financement du secteur public, les entreprises privées ne disposent que d'un accès limité au crédit. Bon nombre de ces entreprises pourraient être confrontées à des difficultés lorsqu'elles devront s'aligner sur les normes européennes, notamment en matière de réglementation du travail, de protection sociale, de santé et de protection de l'environnement. D'autres grands défis attendent la Turquie tels le niveau d'éducation et de formation de la main-d'œuvre. Ces défis ne sont pas exclusifs à la Turquie, et l'histoire reste incontournable pour qui veut analyser la situation actuelle. À chaque élargissement, la question de savoir si les nouveaux membres allaient ou non être capables de s'intégrer s'est posée. Il reste que la taille de la Turquie, tant géographique que démographique ou économique, en fait un candidat différent. Elle est à peu de choses près aussi peuplée que les 10 PECO qui viennent de rejoindre l'Union. Elle a un passé avec l'Europe qui ne peut être ignoré, encore moins oublié du fait des engagements de l'Union. Elle dispose d'une situation géopolitique qui en fait un acteur incontournable dans la région. Conclusion. Afin de transformer la dynamique positive observée depuis la crise de 2001 en croissance et stabilité durable, il est crucial de poursuivre le processus de réforme en cours. Le maintien d'une politique économique axée sur la stabilité est à cet égard un élément clé. Les déséquilibres budgétaires doivent en particulier être réduits et le processus de désinflation doit être poursuivi. La simplification des procédures administratives et le renforcement de l'état de droit seraient propices au climat des affaires. La surveillance du secteur bancaire et les règles prudentielles doivent continuer à être alignées sur les normes internationales. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.